Il est vrai qu'on va parler de Beauce. La majorité d'entre vous, vous habitez, je pense, la Beauce, et vous avez sans doute des ancêtres beaucerons. Mais je précise tout de suite que ce livre ne s'adresse pas uniquement aux beaucerons, je vais y revenir. Donc merci à vous. Alors je vais vous faire un petit entretien de 45 minutes à peu près. Vous pouvez évidemment m'interrompre et vous poser une question au fil de l'intervention, ou sinon on va à la fin poser les questions que vous avez envie de poser. On fait ça vraiment en toute simplicité. Conférence, ça fait des fois un petit peu peur, hein. C'est une présentation de l'ouvrage. Alors, de quel ouvrage s'agit-il? Certains l'ont en main. C'est cet ouvrage qui s'appelle Au cœur de la Beauce, enquête sur un paysan sans histoire. Le monde d'Aubin de Nizet, 1798-1854. Vous avez le cadre géographique, la Beauce, plus précisément Germignonville, petit village du canton de Voves, mais on y parle aussi du canton d'Orgères, du canton de Genville. Bref, c'est la Beauce du sud du département. Voilà le cadre géographique. Le cadre chronologique, c'est la fin de la Révolution. Aubin naît à la fin de la Révolution française, et puis il s'éteint 2 ans après la naissance du Second Empire. C'est-à-dire qu'il traverse de nombreuses périodes historiques, révolution, épisodes napoléoniens, la Restauration, la Révolution de Juillet, Louis-Philippe, etc. On verra ce qu'un homme de ce temps, un Germignonville, peut avoir comme connaissance de ce qu'on peut appeler la grande histoire. Parce qu'évidemment, il connaît son histoire à lui, l'histoire de son village, celle du canton, mais la grande histoire, ça c'est un point d'interrogation que je soulève dans l'avant-dernière partie. Alors, d'abord, qu'est-ce qui peut donner l'idée de faire un livre sur l'arrière-grand-père de mon grand-père? Mon grand-père est né à Germignonville. Il a longtemps vécu aussi à Tilley-le-Penneux. Ça ferait plaisir à mon père. Annette le sait bien. Quand mon père, il parle de ses origines, c'est Tilley-le-Penneux. Tilley-le-Penneux. Ah, vraiment, c'est... J'ai discuté avec mon grand-père il y a maintenant 30, 35, 40 ans. Il est décédé depuis une trentaine d'années. Et j'aimais beaucoup discuter avec lui parce qu'il me parlait du battage des temps anciens et tout ça. Donc, bon, ça se passait le battage. Et puis après, j'en suis venu lui demander sur son père, son grand-père. Et là, il avait toujours des anecdotes à me dire. Et quand lui ai demandé, et ton arrière-grand-père, qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Et là, il me dit, je peux rien me dire de lui. Je lui ai demandé comment s'appelle-t-il? Il m'a dit Denizet. Je lui ai dit, évidemment, mais son prénom. Il me dit, je sais pas. Ah, d'accord. Je savais pas le prénom de son arrière-grand-père. Bon. Et de là m'est venue l'idée de faire des recherches sur le premier ancêtre dont je ne connaissais absolument rien. C'était un oublié de l'histoire, même un oublié de la famille. Et puis là-dessus, les années ont passé, j'ai fait un petit peu de généalogie, mais j'ai pas fait de recherche poussée tout de suite. Et là-dessus, dans les années 90, il y a un historien, un plus grand historien français, aujourd'hui, qui est à la retraite aujourd'hui, qui s'appelle Alain Corbin. Alain Corbin, qui a été longtemps professeur à la Sorbonne, a été le premier à faire un livre sur un complet inconnu. Donc lui, sa notoriété lui permettait d'aller aux archives de l'ordre. Il raconte ça dans son livre. Hein. Il a pris un registre, il a fermé les yeux, il a pointé son doigt et il est tombé sur Louis-François Pinago. Donc il a dit, je fais un livre sur un complet inconnu. Il ne savait absolument rien de lui. Il n'y avait aucune relation de famille entre Alain Corbin et Pinago. En ce qui me concerne, je n'ai pas la notoriété d'Alain Corbin. Je me suis dit, je fais un livre, mais si jamais ce livre ne trouve pas preneur chez un éditeur, au moins, la famille, il servira à la famille. Voilà, il y avait un intérêt familial. Mais sinon, franchement, sur Aubin de Nizet, je ne connaissais rien au départ. Pas son prénom, je n'ai pas une seule archive familiale, je n'ai rien, zéro. Et c'était le postulat de départ, je ne voulais rien avoir pour vraiment faire un livre sur un oublié de l'histoire, un livre au ras du sol. Et découvrir comment un homme de ce temps vivait dans sa commune, dans sa famille, dans le canton, et plus largement, qu'est-ce qu'il pouvait connaître de l'histoire, de la grande histoire. Alors pour chercher tout cela, j'ai consulté les archives, vraiment, très longtemps. C'est un livre qui m'a pris 5 ans. Beaucoup de temps, je travaille à côté, certes, mais tout de même. Donc les archives paroissiales, les archives de l'état civil,
Là, vous trouvez le squelette de la généalogie, hein, le nom, le prénom, le métier, le village, grands-parents, etc., les parrains, les marraines. Et après, j'ai consulté systématiquement les archives de notaires. J'ai dépouillé des milliers d'actes de notaires. Voilà. Alors, c'est fastidieux, c'est vrai, mais vous en magasinez un nombre très très important d'informations. Actes de notaire qui donnent alors, les actes de succession, les donations. Le plus intéressant, pour moi, c'est les inventaires après décès. Là, c'est le trésor. Le trésor, le nombre de chemises, le nombre même de déshabillés de soie j'ai trouvé, le nombre de pantalons, le nombre de cuillères, d'assiettes, les meubles, etc. Et j'en passe, sans parler du matériel agricole bien sûr, vous avez tout dans les détails. Et là, ça vous donne les ordres. Alors, il y a tout dans les détails, sauf ce qui n'a pas été enregistré. Par exemple, je ne suis jamais tombé sur un livre, parce qu'il y a des objets qui avaient tellement peu de valeur qu'ils n'étaient pas enregistrés. Donc, je pense aux almanachs, hein, ils ne sont pas enregistrés. Donc, les inventaires après décès, notaires. Après, vous avez les séries de justice, passionnantes. Quand elles ont été conservées, consultez les archives de paix dans la série U, archives de paix. Là, vous avez toutes les petites bisbilles entre voisins. Les poules qui ont été picorées dans le jardin du voisin, la voisine qui a apostrophé le voisin. Je vais aller chercher un mot plus. C'était jamais le voisin qui a apostrophé le voisin. Ah non, voilà, jamais. J'y reviendrai après, les affaires de ratirage, de vol de terre entre paysans. Ça, c'est foison. 10% des affaires de justice de paix. Bref, ça, c'est un petit trésor parce que vous avez vraiment au ras du sol la vie quotidienne entre les voisins. Après, vous avez le niveau dessus, le tribunal correctionnel, qui donne des affaires aussi intéressantes. Et vous avez aussi la cour d'assises. Vous allez me dire, diable, la cour d'assises dans un village, petit village de Beauce. Simplement, jusqu'en 1932, il y a des affaires de justice qui aujourd'hui ne seraient peut-être même pas jugées au plus petit échelon judiciaire. Il y a une femme d'Imonville, je fais l'anecdote très vite, en 1815, la veuve Bénard, elle est condamnée à 5 ans de réclusion parce qu'elle a volé de nuit, nuitamment dit-on, elle a volé de nuit des gerbes qui étaient déposées dans les champs. 5 ans. Après, à Imonville, j'ai retrouvé sa trace. Vous vous rendez compte, donc aujourd'hui, quelqu'un qui voterait des épis de blé dans un champ, mon Dieu, il va pas prendre 5 ans. Les gendarmes vont dire, on a autre chose à faire. Donc ça, c'était jugé en assises. Pareil, 5 ans pour un vol de chaussons, etc. Donc c'est pourquoi il y a des faits qui relèvent de la vie quotidienne. Alors c'est très intéressant après de consulter les archives d'assises parce que on a les interrogatoires de l'inculpé, on a les interrogatoires de la victime, des témoins, et c'est tout un pan de la vie quotidienne qui ressurgit. Qu'est-ce que l'on faisait au moment où? Donc là, on apprend beaucoup sur la vie quotidienne. Voilà pourquoi les cours d'assises ne sont pas négligés. J'ai beaucoup utilisé également les archives militaires pour savoir s'il y avait des hommes de Germignonville qui avaient participé à l'épopée révolutionnaire, à l'épopée napoléonienne. J'ai trouvé beaucoup de choses également sur l'occupation des Prussiens dans notre département en 1814-1815, etc. Beaucoup de choses également dans la série V, c'est-à-dire les archives ecclésiastiques. J'étais également après aux archives, ça je parle des archives du département, vous savez, qui sont à Mainvilliers. Bon, archives administratives. Et j'étais également aux archives diocésaines, qui sont tout près de la cathédrale, parce que l'un des fils de Bain a été prêtre. Donc j'ai pu suivre sa formation intellectuelle. Je sais les sujets sur lesquels il a interrogé. Je sais les auteurs qu'il a étudiés. Ah, donc c'est très intéressant. Et puis j'étais bien sûr aux archives de Germignonville même. La chance a voulu que les archives de la commune aient été assez bien, même bien conservées dans le grenier de la mairie. C'était dans la poussière. Un tas de poussière. On a déblayé tout ça, depuis ça a redescendu d'un étage, et s'est conservé, j'allais dire, au chaud, etc. Mais c'était très très bien conservé, il y avait des choses très intéressantes sur des échanges de courriers entre le maire de Germignonville et la préfecture, notamment sur les enfants abandonnés, qui étaient déposés autour de Chartres. L'un concerne une nièce de Bain. Voilà. Donc voilà la totalité des archives. Et j'ai été un tout petit peu aux archives nationales, parce qu'il y a un personnage de Germignonville, Simon Lavaux, qui a fait l'actualité. C'est un chirurgien-major de la Pérouse. Et il se trouve que le hasard fait qu'il est né à Germignonville, etc. Bon. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les archives. J'ajoute à cela les archives privées du baron de Cambrai, que je remercie encore de m'avoir ouvert ses portes et de m'avoir fait confiance pour consulter ces archives. Et j'ai consulté également la presse de l'époque. Alors, ça se résume à très peu de choses. Il y avait Le Glaneur,
journal, on dirait aujourd'hui de gauche, mais c'est un petit peu anachronique, et puis le journal de Chartres. Voilà. Et de temps en temps, il y a des petites mentions qui concernent les villages de Jamignonville ou les villages alentours, sur les élections, sur un vol, etc., sur une escroquerie par exemple. En dehors de ce corpus de documents d'archives sur lequel est fondé mon livre, il y a 20 pages de notes à la fin. Il ne faut pas les apprendre par cœur, simplement, voilà, je donne mes références. Je n'invente rien. Et ensuite, je me suis servi comme appui de livres qui ont été écrits sur la Beauce. Et le principal est de Jean-Claude Farcy, qui a été très longtemps professeur au lycée Marceau, universitaire, et qui a écrit une somme incomparable sur la Beauce qui s'appelle « Les paysans beaucerons au XIXe siècle ». Il doit rester quelques exemplaires à la Société archéologique de Réloir qui l'a édité il y a une trentaine d'années. C'est un livre formidable, pas toujours facile à lire parce que c'est vraiment un livre d'universitaire avec des tableaux, des statistiques, il explique sa démarche d'historien, mais vraiment en plus ça concerne la Beauce et les 3 cantons qu'il a choisis comme canton type, c'est Orgères-en-Beauce, Janville, Voves. Ah oui, en effet. Ah, c'est drôle, c'est la Comcom. La nouvelle Comcom. Alors, C'est ce que je dis aussi. précurseur, je dirais, Jean-Claude Farcy, je suis pas sûr qu'il sache ça. On communique encore, je dirais. Et donc, c'était vraiment du pain béni pour moi. J'en discutais tout à l'heure avec Pamela. D'abord, quand je fais l'histoire d'Aubin de Nizet, je ne veux pas m'intéresser qu'à lui. Il faut qu'il y ait un arrière-plan historique. Sinon, ça serait comme si vous voyiez un film avec uniquement des gros plans. Ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a Aubin, il y a sa famille, il y a ses voisins, etc., etc. Donc comment j'ai fait pour procéder? Je m'intéresse à lui, à sa femme, à ses enfants. J'ai vu à travers le recensement, le cadastre, qui il pouvait avoir comme voisin autour de lui, dans le village. Quelles sont les parcelles qu'il cultivait et à côté de qui? Parce que dans ce temps-là, je vais à un monsieur qui est venu tout à l'heure. Il me dit, l'agriculteur, je dis ce que lui, il me dit, et les parcelles, c'est combien? 100 hectares. Il y a une parcelle de 100 hectares. Du temps d'Aubin, il cultive 40 hectares, il a 80 parcelles. C'est-à-dire que les parcelles, elles sont étroites et sont très longues. Et pourquoi c'est un intérêt? Parce que quand on cultive, on est à portée de voix de son voisin. Et quand on est à portée de voix, on discute. De temps en temps. Voilà. Donc voilà pourquoi je voulais savoir à côté de qui cultiver Aubin pour savoir éventuellement avec qui il pouvait discuter. Et dans son village, à côté de qui habitait-il pour savoir éventuellement avec qui il pouvait discuter. Et si ses voisins avaient eu des histoires de toutes sortes, bah forcément je me suis dit qu'Aubin pouvait en avoir connaissance. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel j'ai travaillé. Donc on dit bien, il n'y a aucune invention dans le livre, hein, tout est sourcé. Bien. Alors au départ, je vais vous dire aussi, je me suis dit, pourquoi je fais ça sur la livre? Parce que je n'étais pas sûr que ça soit édité, et puis des fois à la Beauce, on trouve ça très embêtant. Ça n'a pas grand succès, la Beauce. Non. Je suis beauceron pur jus, donc j'aime ma Beauce, mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas toujours bonne réputation pour plein de raisons, et déjà du temps d'Aubin, figurez-vous. Donc je vais vous faire trois parties, hein, le cadre de vie, donc de la Beauce à la maison d'Aubin. Ensuite, je vais m'intéresser à ces grandes étapes de sa vie, à son quotidien. Et puis la troisième partie portera sur les enjeux du citoyen et de l'homme public. Alors, la Beauce d'Aubin, elle a déjà pas bonne presse au XIXe siècle. Quand à Jamignonville, France Inter a été venu faire une petite émission sur le livre, les journalistes qui sont arrivés m'ont dit, voilà, on a traversé la Beauce, qu'est-ce que c'est pénible, c'est moche, rien à voir, et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà du temps d'Aubin? Il y a un Auvergnat qui a entrepris de traverser la Beauce à pied. On est en 1860, il s'appelle Henri Gard. Donc, il part de Chartres, il va sur Orléans, à pied un jour d'été. Je mets les guillemets, c'est pas moi qui parle, faut pas me faire taper dessus après. Aux quatre horizons, si loin que la vue puisse s'étendre, un infini de chaume, de terre jaune, de jachère, pas un arbre à part, quelques acacias, pas une maison, pas une goutte d'eau, il n'y a pas une seule ondulation. Site de désespoir à mettre dans un roman. C'est le désert fertile, le désert cultivé le plus horrible de tous. C'est pas ce que dit c'est Tardéchois qui traverse la Beauce. Alors, une fois l'extase passée, il a visité Chartres, donc forcément la cathédrale de Chartres, c'était formidable. Donc,
La Beauce des érudits, aussi bien d'ailleurs de certains Beaucerons, le député Noël Parfait, Chartrand Noël Parfait, il dit la Beauce c'est quand même pas très beau, il dit sauf en été, voilà, là parce que les blés, la blondeur des blés ondule, là ça devient beau. Donc, il faut pas se laisser attraper par cette vision érudite, d'intellectuel. La Beauce, elle fait sens pour Aubin. Aubin aurait été très surpris comme vos ancêtres, qu'on dise comme c'est cette chose-là de la Beauce. Lui, quand il n'y a pas d'ondulation, mais s'il y a des ondulations, il les remarque. Elles sont fines, d'accord, mais lui qui est habitué à ce paysage-là, les voit. Tout fait sens pour lui, les couleurs des champs montrent quelle culture ils sont pratiqués. Donc tous les détails font sens et il aurait été très surpris d'entendre dire que la Beauce était monotone. Bon, alors ce qui est vrai, c'est que, et Jean-Claude Farcy l'a bien montré, par rapport à aujourd'hui où vous avez de très très grands champs qui font des dizaines d'hectares, là le parcellaire est très émietté. C'est un puzzle de centaines, de milliers de morceaux. Aubin, 40 hectares cultivés, 80 parcelles. Il y a, je crois, une parcelle qui dépasse 1 hectare. Pour le reste, ça peut être 20 arts, 30 arts. C'est très, très, très petit. Bon. Mais en revanche, ce qui est vrai aujourd'hui qu'il l'était également avant, c'est les bois sont rares. Il y a les bois de Cambrai qui existaient, mais déjà, la Beauce était dépourvue d'arbres. Là-dessus, Rigaud n'a pas tort. Donc, Farcy a bien montré que le pourcentage entre aujourd'hui et hier était sensiblement le même. Donc voilà pour la Beauce. Germignonville, c'est un village de 650 habitants, donc je ne vais pas vous décrire la Beauce et ses villages, vous les connaissez aussi bien que moi. Le clocher qui dépasse, les moulins, le village, quelques hameaux autour, des fermes isolées. Déjà, c'était le cas. En revanche, ce qui change, c'est que les rues, elles n'étaient pas évidemment goudronnées et qu'elles étaient souvent difficiles à fréquenter dès lors qu'il pleuvait. Et donc, il y a à Germignonville, le conseil municipal en 1852 dit en hiver, de quelque côté qu'on vaille sortir de la commune, on ne rencontre que mauvais chemin, surtout en hiver. Donc il y a un isolement qui était assez grand du fait des difficultés de transport et de communication. Alors faisons connaissance avec le village, une église, c'est du XVe siècle. Il n'y a pas un cabaret, mais des cabarets, café, hein. Voilà, il y en a 3 ou 4. Il y en a. 650 habitants, 3. Et tous pourvus, alors j'ai trouvé dans les inventaires après décès de ces cabaretiers le nombre de verres à pied, les alcools qui étaient servis, etc. Ce qui m'a surpris, c'est, par exemple, il y avait des billards. Alors les billards, quand même, dans un village comme Germignonville, je ne m'attendais pas à ça. Maintenant que la pratique du billard se faisait, bien sûr, la pratique des cartes également. Alors le cabaret, c'est un lieu qui est très très vivant. On n'y rencontre pas les femmes. Les femmes, elles la voir, elles sont au veillées. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont au veillées. Elles vont à la messe. La pratique religieuse, je compte en parler un peu, mais c'est vrai, la pratique religieuse est très très faible en Beauce dès le XIXe siècle. C'est une litanie de reproches des curés qui n'en peuvent plus de ces beaucerons qui vont pas à la messe parce qu'ils disent on peut pas laisser les domestiques tout seuls à la ferme le dimanche. On n'a pas confiance. On est obligé de travailler parce que quelqu'un va faire demain. Donc ils ont toujours une bonne excuse pour rater la messe. C'est les notables qui vont à la messe. Le baron de Cambrai, par exemple. Aubin de Nizet, je n'ai pas la preuve qu'il allait à la messe ce dimanche, mais je le suppute parce que son fils est curé, qu'il a une éducation religieuse que je sais par ailleurs. Mais, mis à part ces quelques notables, c'est les femmes, les enfants, jusqu'à 12 ans. Une fois que la communion est passée, ils vont travailler comme domestiques chez eux ou bien à la ferme. Donc voilà, le cabaret, ça c'est le succès. Il y a des coups à boire. Alors on a perdu ce qui s'est dit, mais grâce aux petites archives dont je vous parlais, les archives de la justice de paix, on sait qu'il y a des coups de poing qui s'échangeaient des fois assez souvent quand les esprits étaient échauffés par l'alcool, car on boit beaucoup. Alors le vin ne titre pas à 12 ou 13 degrés comme aujourd'hui. Il y avait des vignes encore, mais voilà, quand même, on boit beaucoup. Un litre de vin, ça fait pas peur. Puis on prend la goutte le matin. Enfin, voilà, on a la bouteille au champ. Il faut boire. Et on boit aussi du vin. Et on le perche aussi du cidre parce que l'eau, elle est des fois pas bonne. Hein. Parce que le vin, lui,
Voilà, il est meilleur pour la santé. Bon. Alors des fois, ça s'échauffe sec à Orgères-en-Beauce, non, à Poupry, près d'Orgères-en-Beauce. Il y a un percheron et puis un beauceron là, qui se poursuivent autour du billard avec le bâton pour se taper dessus, parce qu'il y en a qui l'a traité de gredin de percheron, l'autre a l'agonie d'injure. Enfin bref, ça s'est mal terminé. À Birmignonville aussi, il y a eu une affaire entre Toupance et puis un autre dont au Richer, voilà, le voisin de Aubin. Il se tape dessus, il y en a qui passent par la fenêtre, il va à l'autre cabaret, il se poursuivent, quand même, il y en a qui finissent en prison quand même. Donc des fois, c'est très 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 animé. Donc l'église, les 3 cabarets, les lieux, la maison d'école. La maison d'école, au début, c'est le presbytère, quand c'est le curé, puis après il va y avoir un instituteur qui enseigne chez lui. Quand on dit chez lui, c'est dans la pièce unique, autrement dit sa chambre. Et vous avez ici une reproduction à la page 198 ou 199 de Auguste Hoyot, qui est le dessinateur attitré du Messager de la Beauce et Perche, qui a représenté dans le canton de Voves une école dans les années 1840. Et on y voit l'instituteur, 188, voilà. On y voit l'instituteur, alors qui est effondré sur son bureau. Vous allez tous voir ici, il est effondré sur son bureau. C'est un ancien berger. Il n'a pas vraiment la formation pour être instituteur. Les écoles normales vont apparaître au mi-temps du 19e siècle. Et vous avez les enfants qui font le chambard pendant que l'inspecteur entre. Et vous en avez 6 qui jouent dans le lit, l'instituteur. Il fait cours dans sa chambre. Ça a changé. Alors, heureusement. Vous imaginez aujourd'hui. Bon. Les accusations de pédophilie. Ça, si j'en mets dans mon lit, clairement. Alors, l'école n'était pas obligatoire. Attendez. La fréquentation de l'école, c'est les lois Jules Ferry. Mais la maison d'école, c'est la loi Guizot. 1835, sur la monarchie de Juillet. Donc, chaque commune de plus de, je crois, 600 ou 700 habitants est tenue de construire une école. Tous les enfants ne sont pas obligés d'y aller, mais la commune est obligée d'avoir son école. Donc, on va passer progressivement d'une école qui se passe chez l'instituteur, dans les délibérations du conseil municipal de Germignonville, il y a une phrase qui est assez drôle, il dit qu'il est quand même pas bien convenable que l'instituteur fasse classe chez lui dans sa chambre, donc on va prendre une partie de la mairie, qu'on juge un petit peu grande, et on va mettre l'école. Ouais. Donc l'école va être, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les communes, hein, la mairie plus l'école. Donc l'église, le cabaret, la maison d'école qui apparaît dans les années 1830, et puis la mairie également. Alors où est placé Aubin par rapport à tous ces endroits importants? L'église, baptême, la messe, les mariages, les inhumations, on va passer plein de gens devant, il est pratiquement au carrefour. Donc c'est un homme qui est au courant de beaucoup de choses, ne serait-ce que par le passage. Des gens qui vont à la messe à l'église, qui vont au cabaret, ils passent devant chez lui. Alors même si c'est quelqu'un qui n'est pas très curieux, je pense que c'est quelqu'un de discret. J'ai émis cette hypothèse parce qu'évidemment il n'a rien écrit, mais j'ai vu au travers de beaucoup d'archives qui me paraissaient être quelqu'un d'assez discret. Il est obligé de savoir beaucoup de choses. Et puis en plus il est conseiller municipal, ce qui l'amène à connaître aussi les histoires du pays. Alors, église, cabaret, maison d'école, mairie, les 2 nouveaux lieux, c'est la maison d'école et la mairie, à partir des années 1830-1840. Et puis vous avez le château de Cambrai, qui est un élément de la personnalité de Germignonville. Il y a un château. Cambrai, c'est éloigné de 1 kilomètre du bourg, à peu près. Et là, c'est 2 mondes complètement différents. Le château, les masures paysannes. Alors, je me suis demandé, est-ce que Aubin et les gens de Germignonville avaient une idée de ce qu'il y avait dans le château? Les extérieurs leur sont connus. Et pour Aubin en particulier, puisque sa famille a exploité la ferme qui jouxte le château. Bon. Donc, je sais par les contes du baron de Cambrai, par les archives privées, que la mère de Lisée, comme ça c'est marqué, la mère de Lisée est venue payer son fermage au château. Alors, sans doute dans une pièce, en vestibule, je sais pas où, mais elle est venue au château. Donc Aubin a dû connaître un petit peu par sa maman. Il a dû connaître aussi par les domestiques qui sont employés au château, qui vont raconter ce qu'il y a dans les pièces. Et puis, il y a le fameux inventaire après décès de 1830, qui est fait à la mort de la femme du baron de Cambrai, 1830, Aubin a alors 32 ans. Et cet inventaire après décès est fait par le notaire, et avec 2 témoins du village. Pendant 3 jours, ils épluchent, pièce
par pièce tous les effets qui sont contenus. Et là, je pense que c'est les très grosses surprises pour nos deux paysans. Et qu'ensuite, sans tout dire aux autres, forcément au cabaret, on a vu au château un piano avec 5 octaves. Ce qu'ils ont noté. Enfin, ils ont noté, ils ont enregistré. Qu'est-ce que c'est qu'une octave? Et surtout le prix, une bonne vache. Un piano familier, c'est le prix d'une vache. Il voit des pièces où tout est compartimenté. Chaque pièce a un rôle. Une chambre pour madame, une chambre pour monsieur. Alors voilà qui fait sourire. Ça veut dire donc qu'ils ne dorment pas toutes les nuits ensemble. Chez les paysans, il n'en est pas question. Le nombre de pièces, ce qu'on appelle la maison, il y a une pièce commune et des fois il y a une chambre froide et puis point la ligne. Donc forcément, on se voit, on a une pièce. Et puis il y a une pièce qui est particulière pour le billard, pour les vins, pour la bibliothèque, une salle de bain avec une baignoire en fonte, etc. Donc tout ça, c'est un luxe qui échappe totalement aux paysans, sans parler des aménagements du jardin, de l'orangerie, des allées qui distribuent sur le bois derrière, comme un cadran solaire. Vous avez cinq allées qui partent. Bon, c'est quelque chose d'incroyable. Sans parler des ouvertures, le château de Cambrai, c'est la moitié des ouvertures de tout le village, des fenêtres et des portes, avec une toiture en ardoise, et non pas en ruche, les joncs qui poussent le long de la cognée. Donc, tout détonne au niveau de l'intimité, au niveau du luxe, au niveau de la compartimentation de l'espace. Et pour avoir discuté avec madame tout à l'heure, le seul paysan, mais c'est une famille paysanne très aisée au 19e siècle, la famille Gréau de Viabon, c'est la seule famille paysanne parmi les milliers d'actes de notaire que j'ai épluchés où il y a une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles et une salle de bain. Chez les autres paysans, pas de mention d'affaires de toilette, pas de salle de bain, rien. Genre, on se lave peu. Les débarbouillages. Dans les inventaires après décès, vous n'avez pas d'affaires de toilette. Alors voilà pour le baron de Cambrai. Donc maintenant, si on fait la visite de la maison de bain, celle de vos ancêtres, c'est la même chose. Hein. La visite, elle est très rapide. Hein. Il y a une pièce. On a dit qu'on appelle maison. Ou des fois, il y a une seconde pièce. Alors il y a la chambre qui est chauffée par la cheminée, c'est la pièce d'habitation principale. On y mange, il y a la cheminée, il y a le lit des parents, on appelle ça le chalit. Hein, vous avez des rideaux de serge qui tombent et qui encadrent le lit pour protéger du froid, protéger également son intimité. Les parents dorment et il y a souvent des enfants qui dorment à côté. Voilà. Et puis vous avez une deuxième pièce, et puis c'est point à la ligne. Vous avez quelques meubles, en dehors de ceux qui sont distribués autour de la cheminée, hein, qui servent à faire la cuisine. Vous avez une armoire, une table, quelques sièges en bois, une armoire. Le petit meuble de luxe, c'est la pendule. Une pendule. Alors il y en a de différentes sortes, je vais pas insister. Et la pendule, c'est le seul bruit. Ça, c'est Alain Corbin qui m'a beaucoup influencé là-dessus. Il dit qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on peut sentir. C'est le seul bruit mécanique qui est connu à l'époque. Le seul bruit mécanique. Et à l'époque, il y a pas plusieurs générations qui vivaient sur le même toit. Si. En plus. Oui. Alors pas forcément, mais ça arrivait beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. C'est pour ça que quand je parle de l'intimité, c'est la chose qui est la plus difficile à saisir, puisque je n'ai pas d'archives vraiment privées. Mais voilà, l'intimité par rapport à nous aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc plusieurs personnes qui peuvent dormir dans la même pièce, hein, pas de chambre pour les garçons, pour les filles, et là-dessus, vous avez souvent le père de la femme pas des époux ou la mère. Et des fois, dans le cas d'Aubin, il y a la sœur célibataire, pas mariée, et vit avec Aubin. Et vous avez parfois aussi une domestique. Tout ce petit monde-là, dis donc, 2 pièces ou 3 au grand maximum. Donc, voyez, on est souvent ensemble. Voilà. Alors, ce qui m'amène à vous dire que quand on dit, à mon avis, à tort, que les gens au 19e siècle, mariés femmes, vivaient peu de temps ensemble parce que finalement, l'espérance de vie était courte. Pour moi, c'est faux. Et vous dire pourquoi. Parce que d'abord, l'espérance de vie, on ne la calcule pas
C'est pas malin de la calculer à partir de la naissance quand on parle de gens mariés. L'espérance de vie, on peut la calculer, si vous voulez, à partir de 20 ans. On dit l'espérance de vie est courte parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Donc forcément, la moyenne, ça la réduit. Mais dès lors que vous avez passé le cap des maladies infantiles et surtout juvéniles, donc à partir de 15-20 ans, l'espérance de vie, elle est relativement longue. On va atteindre 60, 65 ans, 70 ans. Je vous parlerai dans un instant du vieux d'Orson qui dépasse les 80. Donc, quand des personnes se marient à 20, 25 ans, il leur arrive assez fréquemment d'avoir 20, 30, 40 ans de vie commune. Et maintenant, si on calcule en temps journalier, je ne peux pas imaginer qu'ici, des personnes voilà, qui avec leur conjoint des problèmes et des fossés, on est amené à se séparer quand on se dispute un petit peu. On va dans la pièce à côté, moi je vais dans mon bureau par exemple, hein, pour rien vous cacher, voilà. Mais à l'époque, quand on est dans sa maison, on est avec sa femme, on peut pas laisser échapper, alors sauf si on va aller au cabaret, etc. Mais on n'a pas de pièce personnelle. Donc finalement, le temps qui est passé ensemble est assez important, d'autant que le mari et la femme travaillent ensemble. Aujourd'hui, vous avez l'un un métier à Jonville, l'autre va travailler à Orléans ou à Voves, etc. Oui, ils travaillent ensemble, mais ils font pas la même chose au champ. Oui. En Au général, champ, voilà, ils travaillent Ou ensemble. les mais- tâches. Oui, mais malgré sont tout, différentes. au temps de la moisson, par exemple, ils se voient. Hein. Voilà. C'est vrai que les femmes s'occupent plus dans les fermes de la basse-cour, etc. C'est vrai. Mais ils se voient sur le temps de midi. Même si l'homme reste au champ, il y a dans le message d'Abocé du Perche, il y a un dessin de Yo qui montre que la femme vient apporter à manger son mari. Donc si vous voulez, on se voit quand même s'ils sont pas tout le temps ensemble pour le même travail, je suis bien d'accord, quand même ils se voient beaucoup. C'est ce que je voulais dire, hein, sur le fait qu'ils se voient beaucoup. Bon, alors voilà, au point de vue de l'intimité, alors je voulais en terminer sur le regard des autres. Une chose qui m'a frappé, et qu'on trouve toujours dans les inventaires, pas dans les inventaires intéressés, mais chez les notaires, ce sont les ventes aux enchères. Alors aujourd'hui, on vend sur eBay, etc., etc. Bon, alors, à l'époque, il y a beaucoup de ventes qui se font sur place, quand une personne déménage, quand elle a fait faillite, et bref. Et donc, on vend chez soi ses affaires aux voisins, agricole, le matériel agricole, que les vêtements. C'est un vide-maison, quoi. Comment? C'est un vide-maison. Un vide-maison. À l'heure actuelle, c'est ça. Non, mais la petite différence, c'est quand vous allez aujourd'hui à un vide-maison, moi j'achète une chemise, un pantalon, je ne sais pas à qui il a appartenu. Tandis que là, on sait à qui ça appartient. Voilà. Donc là, c'est un petit peu particulier. Donc voilà un petit peu sur le cadre de vie de la Beauce à sa maison. Est-ce que vous avez des observations, des J'ai pas informations? parlé de l'éclairage, mais c'est l'éclairage Oui. à la bougie. À la bougie. Oui, oui. Voilà l'éclairage à la bougie. Comment? Beaucoup de veillées Oui, à cette époque-là. beaucoup de veillées. Les veillées, alors selon Jean-Claude Farcy, selon ce que j'ai moi découvert dans les archives, les veillées, c'est pas les veillées telles que raconte Zola dans La Terre, c'est-à-dire 20 et quelques personnes. Les veillées, c'est souvent 3, 4, 5 personnes. Hein. Voilà. Alors les veillées, c'est les femmes, c'est les jeunes filles, les enfants, donc on discute, puis en même temps on travaille un petit peu. Et puis de temps en temps, il y a les hommes qui passent ou les jeunes garçons qui passent, parce que comme il y a des jeunes filles, ben voilà, on peut faire connaissance, mais sinon les hommes participent très très peu aux veillées. Mais c'est évidemment, en dehors du cabaret, c'est un lieu de sociabilité. Les hommes, ils allaient jouer aux cartes au cabaret. Ils vont jouer aux cartes. Voilà. Ils vont boire un coup. Alors sur les grandes étapes de la vie quotidienne, je me suis demandé comment un homme et une femme se rencontraient à cette époque. Donc je vais vous parler des veillées, ça peut être ça. Il y avait les balles du village. Comment? Les balles du village, les villages. Les fêtes, ouais. Les fêtes, les foires, les marchés. Et puis surtout dans le milieu des cultivateurs qui est celui de Aubin, c'est moins vrai dans le milieu des artisans, dans le milieu des commerçants, mais dans le milieu des cultivateurs, on se marie quand même beaucoup entre soi. Il y a une espèce d'homogamie sociale. Et donc il y a des codes. Bon, d'abord il y a un code, j'allais dire, qui est religieux. Il y a les parentés, la consanguinité, c'est juste le 4e cousin.
degré, je veux dire, de cousinage. Voilà, donc normalement on est censé demander une autorisation. Donc il y a déjà ça qui va éliminer un certain nombre de jeunes femmes. Et puis surtout, dans le milieu des cultivateurs, on aime bien se marier entre soi, c'est-à-dire que des terres viennent s'ajouter aux terres. Et si possible, s'il vous plaît, pas trop loin. Ça peut être louche d'à côté, c'est bien. Alors, on murmure que ce peut être encore le cas au début du XXIe siècle. Je ne sais pas. Non, mais avant, oui. Mais avant, oui. Ah oui, Donc ça, c'est un trait de mentalité. Et ça, c'est, alors c'est pas moi qui ai fait l'étude statistique, c'est Jean-Claude Farcy dans sa thèse, qui montre bien que les cultivateurs se marient vraiment entre eux. Donc, Aubin, si vous voulez, moi j'ai fait Germignonville, Viabon, tous les villages qui étaient autour de Germignonville, et j'ai vu à peu près qu'il y avait une vingtaine de jeunes filles qui pouvaient correspondre. Voilà. Et donc, au sein de ces 20 jeunes filles, il a, à mon avis, le choix. C'est-à-dire que c'est pas forcément les parents qui disent tu vas épouser une telle. Si ça correspond au code, ça fonctionne. Et la preuve, c'est qu'il a épousé d'ailleurs la cadette des Levasseur, alors que l'aîné était célibataire. Et bon. Bref, je pense qu'il y a un certain choix qui peut exister. Alors maintenant, comment ils se sont rencontrés, Aubin et sa femme, qui s'appelle Marie-Louise Levasseur. Alors j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai eu un petit peu de chance parce que ils sont du même village, donc ils se côtoient, ils se voient. Vous parliez des fêtes, on peut parler des foires, on peut parler du marché. Bon, on peut parler de plein de choses. Et puis surtout en 1820, Aubin et Marie-Louise Levasseur sont lui parrain et elle marraine d'un même enfant qui porte le nom de Stanislas Guédou. Et les parrains et les marraines, selon les folkloristes, je pense au livre de Chapiseau, disaient que voilà, ils allaient se promener bras dessus et bras dessous, et puis ils allaient porter des dragées aux gens du village, et puis ils devaient se faire une bise, sinon l'enfant était morveux. Bon, donc Aubin a fait la bise à Marie-Louise. Je ne sais que ça, sauf que en 1823, ils se marient, et un an plus tard, à peu près, en tout bien tout honneur, ils ont leur premier enfant, qui se prénomme Stanislas. Le nom de l'enfant duquel ils étaient, elle la reine, lui la reine. Voilà. Alors, je me suis dit, est-ce que c'était un indice, voilà, la déclinaison d'un souvenir heureux? Voilà, c'est une hypothèse, j'ai pas de preuves, mais... Alors pour eux, les conventions sociales sont respectées, et quand elles ne le sont pas, ça provoque un scandale. Alors mon paysan, pourquoi je l'appelais paysan sans histoire? Je vous le dis maintenant, c'est parce que il fait partie, comme vos ancêtres, des oubliés d'histoire dont on ne parle jamais. Il n'y a pas de livre sur ces gens-là, sauf dans les thèses, comme celle de Jean-Claude Farcy ou des livres généraux. Ils apparaissent à la page 140. À la page 141, on n'en parle plus, on prend un autre exemple. Moi, j'ai voulu faire un livre sur quelqu'un sans histoire, qui n'est pas reconnu par les livres d'histoire. Et puis surtout, je l'appelle paysan sans histoire, parce qu'il n'a pas d'histoire. Et voilà mon grand regret. J'aurais tellement aimé qu'il fasse un excès de vitesse avec sa carriole, qui sorte du cabaret à 11h30 au lieu de 11h, que j'ai quelques traces de lui. Rien dans les archives de justice. Rien du tout. Alors, j'ai trouvé à Germignonville quand même des personnes qui ont fait... Il avait plusieurs enfants, puisqu'il avait déjà un fils qui était prêt. Alors, il a eu en tout 6 ou 7 enfants, je vais y venir. Et je voulais vous raconter l'histoire du vieux d'Orson, qui est intéressante parce qu'elle rompt les conventions sociales. Donc le vieux d'Orson est veuf, il a déjà des enfants, des petits-enfants, il dépasse 80 ans, et voilà qu'on apprend qu'il va épouser la sage-femme Legrand, fille qui a déjà une petite fille, mais qui n'est pas mariée, et qui a 26 ans. 26 ans, 80 ans. Alors, elle n'était pas enceinte des œuvres du vieux d'Orson, il y a eu le coup de foudre, enfin bref, elle venait d'un milieu qui était assez humble, et lui a été maire de Germignonville pendant l'Empire. Vous retrouvez d'ailleurs une des lettres qu'il adresse au préfet. Donc c'est un homme qui a des biens, donc les enfants évidemment sont catastrophés par la nouvelle, et bizarrement ce ne sont pas eux qui portent plainte, car il y a plainte. Il y a plainte d'un cousin qui s'appelle Baptiste d'Orson,
et qui Autour de mon lunette. va au tribunal de Chartres et qui porte plainte contre son cousin, disant qu'il est devenu fou. Et donc, c'est un droit qui existe dans le Code civil. Porter plainte, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et donc, le vieux d'Orson est convoqué au tribunal de Chartres. J'ai les écrits, les écrits, et le juge dit non, il a répondu à toutes les questions avec beaucoup d'assurance, avec un beau raisonnement. Donc, il est sain d'esprit, le mariage peut avoir lieu, il est célébré, mais note sobrement et laconiquement le prêtre sans aucun des enfants d'Orson. Après, je vous passe les péripéties lorsque le vieux d'Orson est mort et que les enfants s'aperçoivent avec effarement que des meubles ont disparu de la maison et que ceci et que cela. Voilà, il y a encore des histoires qui durent. Donc là, ça a fait scandale en 1826, surtout qu'il y avait de sombres affaires de vol aussi avec le beau-frère de la sage-femme Legrand, donc la future épouse du vieux d'Orson, avec l'un des gendres du vieux d'Orson. Enfin, c'est des histoires un peu compliquées. Alors voilà pour Robin. Alors, sur les enfants, vous disiez 7. Alors, est-ce que c'est beaucoup? C'est la Eh ben si, c'est beaucoup. La moyenne, pour moi qui l'ai calculé, c'est Jean-Claude Farcy encore une fois, pour les cultivateurs, il établit la moyenne des enfants au nombre de 4. 4 enfants. Et Aubin et sa femme en ont eu 7. Une petite fille est morte très très jeune, dont 6 ont survécu. Donc il est un petit peu atypique quand même par rapport à la fécondité de Marie-Louise Levasseur. Je me suis demandé pourquoi il y avait ce caractère atypique. Et je crois l'avoir trouvé, pour moi, il y a 2 raisons. Sans doute que la plus importante tient dans le fait que la femme d'Aubin, Marie-Louise Levasseur, est issue d'une famille de 10 enfants, dont 2 seulement sont arrivés à l'âge adulte. 8 morts. Et dans la famille d'Aubin, sur 10 enfants, 5 sont décédés, 5 sont arrivés à l'âge adulte sans que je sache pourquoi. Mais il y a eu une surmortalité dans leurs 2 familles respectives qui ont fait qu'ils se sont dit, pour que nous ayons des enfants qui nous survivent et qui éventuellement nous aident, car c'est ça aussi la réalité au 19e siècle. La retraite, c'est les enfants, bien sûr. Ils ont voulu, et puis la main-d'œuvre, bien sûr, pour cultiver, ils ont voulu avoir beaucoup d'enfants. Et puis il y a une deuxième raison, à mon avis, elle est secondaire, je n'en sais rien, mais croissez et multipliez-vous. Il y a l'influence de l'Église catholique également, et Aubin et Marie-Louise Levasseur sont des chrétiens qui promettent à leurs fils, qui vont faire en sorte que leur fils aille au séminaire. Donc il y a sans doute ces 2 raisons. Et puis on peut être un peu romantique et puis penser qu'ils s'aimaient beaucoup. Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, quelle éducation ont-ils reçue? Tous ont été à l'école. Aubin aussi, d'ailleurs, il a une belle signature qui est reproduite en tout début de livre. Une belle signature parce que les lettres sont liées les unes aux autres. C'est pas des fois c'est irrégulier, les lettres sont mal formées. Donc là, c'est une belle signature. Donc je suppose qu'il a été à l'école assez longtemps pour bien écrire. Ses enfants savent tous lire et écrire. J'ai retrouvé des lettres de Ludovic Denizé, son fils, en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, où il est avec le prêtre pour fustiger justement cela, et il fait une lettre, il a une très belle écriture aussi. Mais évidemment, celui qui tranche dans l'affaire, c'est Stanislas. Il est envoyé au séminaire de Chartres à 14 ans, et il va y passer plusieurs années, et là, c'est 2 mondes qui vont séparer Stanislas du reste de sa famille, à tous les niveaux. Il vit en ville, même s'il en sort tout le temps, mais il vit donc à l'ombre de la cathédrale, c'est rue du Cardinal Pi, là où il y avait les anciennes archives, voilà. Donc il vit en ville. Deuxièmement, il a surtout un enseignement, l'ivresse intellectuelle, qui est inconnu de ses pères et mères, frères et sœurs. Il écrit le latin et le grec couramment. Je le sais parce que c'est devenu un très bon élève. Et au séminaire, les bons élèves avaient l'honneur de recopier sur un registre la composition où ils avaient été premiers. Et comme Stanislas l'a été un certain nombre de fois, j'ai ses compositions en latin et en grec. Il fait connaissance avec les grands personnages de l'histoire de France, avec les grands personnages de l'Antiquité, avec certains philosophes, etc. Donc il a un bagage culturel qui est unique par rapport à ceux de sa famille. En dehors de ça, il y a également le maintien corporel. Chez les jeunes paysans, c'est gros, on crie dans la campagne. Voilà. Au séminaire, il est bien recommandé de ne pas entrechoquer
au réfectoire le bruit des fourchettes et des couverts. On dit que quand il marche en sabot, il faut faire attention à ne pas non plus faire de bruit, trop de bruit sur le carrelage. Il faut être discret. Donc il y a un maintien corporel, une réserve, il y a une distance par rapport au corps qui est propre à Stanislas et qui n'est pas propre à ses frères et sœurs. Voilà. Et quand il revient chez lui pendant les vacances, j'imagine qu'il passe du temps avec ses parents bien sûr, mais qu'il va aussi souvent avec le prêtre. Hein. Les vacances, disent les responsables du séminaire, c'est le temps de la dispersion. Combien vont au séminaire, apprennent les rudiments, et puis après, la vocation s'évanouit. Donc il faut garder les brebis en bon état. Hein. Donc il va sûrement chez le... Alors voilà pour Stanislas. Donc je vous l'ai dit, c'est une famille sans histoire, pas de procès. Bon, à part l'histoire du vieux Dorson que je vous ai raconté tout à l'heure, mais dans la famille de Bain, il y a quand même une histoire qui ne concerne pas directement, mais qui concerne une de ses nièces. Alors je vais revenir à la sage-femme Legrand, car la sage-femme Legrand, donc elle accouche les femmes, mais elle est également assez coutumière du fait d'emmener des enfants qui sont abandonnés à Germignonville ou aux alentours, elle les amenait au Tour de Chartres. Qui se trouvait où? Alors, je ne sais plus, le Tour de Chartres. Il y avait un Nogent-le-Rotrou, donc tous les, à Châteaudun, etc. Le Tour de Chartres était un des derniers... Comment? C'était dans des couvents, souvent. Oui. Franchement, je ne vais pas vous raconter, je me rappelle plus où c'était. C'était des religieuses qui tenaient ça, donc on plaçait le bébé dans le tour, il pivotait, et la religieuse qui était derrière le tour recueillait l'enfant. La sœur Tourière. La sœur Tourière. À Dreux, il y a ça. À Dreux, il y a une fois, quand on visite Dreux, il y a un endroit qu'on peut déposer l'enfant. C'est dans la grande rue à À Dreux. Dreux, où on m'a montré ça, genre, Autour, Il y avait quand même plein de et tournants. on Si peut on fermer. on voit la même chose dans pour Humana, là, pour les vêtements. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a un trou, on met les Là, vêtements dedans. il était Et puis on ferme la vertical, porte. le tour. Et là, Oui, oui. Sauf que le bébé tombe pas comme ça. et on recueille l'enfant. Oui, pas de l'autre côté. Voilà, la sœur Legrand à Germignonville, alors j'ai trouvé ça grâce aux archives de la mairie, elle en a mené 4 ou 5 en 2 ou 3 ans, donc on a trouvé que c'était beaucoup et qu'elle aurait dû conseiller aux parents de garder, parce que il y a déjà le débat qui est très actuel, hein, ça retombe sur la collectivité, les frais, etc. Donc est-ce que c'est pas aux particuliers de faire attention, bref, ou à la commune de prendre en charge plutôt que... Bon, il y a des débats qu'on trouve un petit peu aujourd'hui. Alors, elle concerne bien cette histoire-là parce que c'est une de ses nièces qui était enceinte, alors on ne sait pas peut-être d'un charretier, parce que la condition, j'ai pas le temps de m'y attarder, mais la condition des jeunes femmes domestiques dans les fermes était difficile. Oui. Parce qu'elles partaient jeunes, 12 ans, 13 ans. Elles étaient souvent proches des domestiques masculins. Et très franchement, alors aujourd'hui, on parle beaucoup hein, des rapports aux femmes, des agressions sexuelles, etc. Il y en a beaucoup à cette époque-là, mais on n'en parle pas, ou très très peu, où ça paraît normal. Les filles mères et tout ça. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Alors pour vous parler des filles mères, je fais la petite parenthèse, je vais vous poser la question. En Beauce, à cette époque-là, il y a 8% des naissances qui sont illégitimes, comme on disait à l'époque. Illégitimes. 8%. Les enfants-là, peut-être. Donc, c'est quand même pas anecdotique. Vous ajoutez à ça un certain nombre de pourcents, et là j'ai plus le chiffre en tête, de conception prénuptiale. C'est-à-dire que, voilà, c'est la charrue avant les bœufs, comme on dit. Pas qu'avant les rameaux. Pas qu'avant les rameaux. Mais non, ce sont des enfants prématurés, voyez. Alors donc, cette domestique de ferme qui s'appelle, qui est de la famille Gaume, elle a fait porter son enfant par la sage-femme Legrand à Chartres, et la sage-femme Legrand a reçu l'ordre après de ramener l'enfant à Germignonville, et moi je me suis toujours demandé pourquoi Aubin, qui était un paysan aisé, pourquoi il ne l'avait pas accueilli. Il était au courant de ça, puisque c'est passé par lettre du maire. Donc voilà quelque chose qui a concerné sa famille. Donc, qui est-ce qui s'en est occupé après C'est la mère. Ah oui, la mère. C'est la mère qui l'a récupéré. Oui. Sinon, Elle a été obligée. à Germignonville, On parlait des enfants d'assistance et tout ça, en fait. oui, c'était recueilli. Ah oui, c'était recueilli. Bien sûr, il y avait une mortalité effroyable aussi quand les enfants étaient recueillis dans les tours.
Vous n'avez pas forcément les soins. Oui, en plein Non, hiver. non, c'était difficile. Alors, mis à part ces histoires de femmes qui sont soumises à la loi des garçons dans les fermes, les histoires, est-ce qu'il y a des histoires de couple? Alors, vous me disiez, Madame Aubin et puis sa femme s'entendaient sûrement bien, ils s'aimaient, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Hein, bon. Mais il y a des couples qui ne s'entendaient pas. Et à l'époque, il n'y a pas de divorce. Le divorce a été autorisé, vous savez, par la Révolution française, et il a été aboli en 1816, À la restauration. et il a été ensuite réintroduit par la loi Naquet en 1884. Donc 1816, 1884, pas de divorce. Alors comment on fait? Ah ben on s'entend malgré soi. Et si vraiment ça dépasse les bornes, il y a ce qu'on appelle la séparation de corps. Et donc c'est arrivé à Germignonville, au marchand de bestiaux bien nommé Legras, qui battait comme plâtre sa femme. Alors là, dans le tribunal correctionnel, j'ai le détail des sévices que cette femme a reçus. On a même dit que sa vie pouvait être en danger. Donc il a été condamné à 8 jours de prison. Et la femme a obtenu la séparation de corps, qui l'oblige à retourner vivre en dehors de sa maison. Donc du coup, elle est partie à Teuville chez ses parents. Mais la séparation de corps maintient les liens conjugaux. Donc il n'y a pas de divorce possible. En dehors de la séparation de corps, il y a eu 2 cas à Germignonville, il y a ce qu'on appelle des séparations de biens. C'est lorsque le mari gère les biens de manière catastrophique et qu'il met en péril les biens de la femme et la dot qu'elle a amenée, etc. Donc il y a eu 2 cas de séparation de biens. Mais sinon, pas de divorce possible. Alors je vous ai parlé un petit peu de la famille. Très vite sur le travail, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Aubin est propriétaire de 20 hectares, ce qui le classe quand même dans les propriétaires aisés de Germignonville. Il en loue 20 autres, il en a donc 40 émiettés en 80 parcelles. Et j'ai découvert certains de ces hectares, non pas par les baux notariés, écrits, mais parce que lorsqu'une personne était décédée, il était indiqué que Aubin Denizé devait tant de francs par bail verbal. Et des baux verbaux. Ça c'est intéressant parce que souvent on est conduit peut-être à mésestimer le nombre d'hectares cultivés, parce que évidemment les baux verbaux, comme on l'a dit, ils n'ont pas été enregistrés. Donc il y avait ça. Alors les cultures, c'est le blé, c'est l'orge. La seule concession à la modernité, c'est les prairies artificielles qui font leur apparition pour le bétail. Et puis le grand changement par rapport à aujourd'hui, c'est que la Beauce, elle est envahie, si je puis dire, de moutons. Il y a des centaines de milliers de moutons en Beauce. Ça a complètement disparu dans les années 50-60 du paysage. Alors qu'est-ce qui peut... Alors pas de moteur, pas de bruit de moteur. Hein. Bah non. La machine à battre, elle est en démonstration au comice de Voves en 1852. Mais du temps d'Aubin, pas une seule machine à battre. Donc le seul bruit mécanique qu'il entend régulier, c'est l'horloge. Et le seul bruit de moteur qu'il ait jamais entendu, s'il s'en est approché, c'est la ligne de chemin de fer et le train. Il est installé en 1840 ou 49 Chartres, et donc voilà, c'est le seul bruit de moteur qu'il ait entendu. Et non, rien d'autre. Alors qu'est-ce qui peut contrarier la vie quotidienne des paysans à cette époque-là? Puis des paysans, puis des autres. Hein. La météo. Quel temps il va faire? Quel temps? Donc aujourd'hui, vous regardez TF1, France 2, France 3, et les chaînes d'information continue pour savoir à la semaine. Eh bien écoutez, on avait mieux au 19e siècle. Puisque l'almanach, le messager de la Beauce et du Perche, et les autres almanachs prédisaient le temps à l'année. Même encore. À l'année. Voilà. Alors, temps, par exemple, du 20 janvier, assez pluvieux. Comme c'est un almanach qui parle de l'Eure-et-Loire en totalité, il va avoir raison pour une petite partie de l'Eure-et-Loire. Le temps de janvier ne sera pas forcément le temps de janvier. Alors les définitions sont évidemment élastiques, si vous voulez, pour permettre toutes les interprétations. Mais, alors on en rit, mais quand le messager de la Beauce et du Perche en 1859, où c'était des abbés qui dirigeaient ça, qui avaient une certaine culture, ils savaient que c'était des balivernes, tout ça. Bon. Quand ils ont entrepris de dire à leurs lecteurs, on supprime ces pronostics qui sont un peu, voilà, ils sont pas sérieux entre nous, ils ont prévu 1 an.
Et après, ils ont reçu des lettres, ils ont écrit, ils ont reçu des lettres, on veut nos prédictions. On veut nos prédictions. Parce que, c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes très sérieuses, mais si c'était vrai, ça rassure. En un temps où on n'est pas rassuré par les assurances, le nombre de paysans qui sont assurés, c'est pas la majorité. Il y en a qui commencent à assurer contre la Grèce, et l'instituteur de Germignonville, qui est en même temps instituteur et assureur, mais tout le monde n'est pas assuré. Donc, quand on a la météo qui prévoit, on se dit, et si c'était vrai? Donc, la météo. Alors, ils assuraient quoi? Bah, les récoltes, les bâtiments. Ah oui, 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 oui. Ah, Bah, c'est sûr. et en même temps, monsieur, Les bêtes. en même temps qu'apparaît l'assurance, ça je le sais, apparaît également l'escroquerie à l'assurance. Ouais, d'accord, bah oui, J'en cite 2-3 exemples. Il y en a qui y met le feu, on dit bah c'est bizarre, il s'est assuré l'année dernière ou il y a 2 ans, comme par hasard. Bon, C'est une mauvaise récolte comme une fois. voilà, vous avez les rumeurs. Les bêtes, les mulots dans les champs. Oh là là, il y en a. Dans les années 1830, combien de mulots? Les lapins. Les lapins. Alors il y a toute une histoire avec le baron de Cambrai. Il y a toute une histoire. Un paysan dont les champs bordent la forêt, enfin les bois de Cambrai, c'est vrai quoi, elles se sont ravagées par les lapins, donc une enquête est menée, le baron dit mais il a qu'à venir tuer les lapins, etc. Alors l'enquête conclut que ce sont les lapins. Oui, ce sont les lapins. Oui, mais est-ce que ce sont les lapins de Cambrai? L'incendie. L'incendie. Alors, Jean-Claude Farcy a montré dans une étude très intéressante que le nombre d'incendies criminels en Beauce est plus important qu'ailleurs. Et le député Noël Parfait a ce mot: en Beauce, son ennemi, on ne le tue pas, on brûle, ça ferme. On brûle, ça ferme. Et donc à chaque fois, ça c'est vraiment incroyable, à chaque fois que vous tombez sur un incendie dans les archives, donc c'est facile de la cour d'assises, quand on interroge celui qui est victime de l'incendie, je ne connais pas d'ennemi, mais pourtant je ne vois pas pourquoi le feu, voilà, il y a toujours la suspicion. Avec le problème de chaumier, de paille, tout ça, donc c'est quand même source à incendie facile. Alors vous savez ce qui s'est passé, parce que vous me parlez donc les chaumiers, les toits également en rouge, etc. Alors je profite de votre parenthèse pour dire que dans les années 1840, il y a un préfet, vous savez, c'est les ordres qui sont venus d'en haut. Il y a trop d'incendies, on va changer les toitures. Donc fini les toitures en chaume, fini les toitures en paille en Eure-et-Loire, vous allez mettre de la tuile, vous allez mettre de l'ardoise. Mais ça a provoqué la révolution. Le préfet il a perdu son tricorne. C'est vrai, hein. Il y a une petite révolution. Pourquoi? Parce que à Germignonville, le conseil municipal se fend d'une grande lettre au préfet, il dit oui, mais il y en a qui disent ils avaient des champs qui bordaient la Cogny, qui produisaient la rouche. Ça vaut plus rien. J'ai eu ça en héritage, ça vaut plus rien. Ça faisait travailler du monde, ça vaut plus rien. Donc vous avez tout un tas d'arguments. Et puis surtout, on change la toiture ardoise. Mais il faut changer, ça pèse plus lourd. Il faut donc changer la charpente. Donc il y a déjà plein de gens qui n'auront pas les moyens. Vous voyez comment on retombe sur des problèmes qui sont finalement très actuels. Alors ce qui agace beaucoup également, là je vais y passer 2 minutes, c'est le ratirage. J'ai découvert ce mot, je ne connaissais pas avant. Là, le ratirage. Le ratirage, messieurs, dames, c'est le vol de terre. Le vol de terre, c'est quand les limites, voilà, c'est quand on va mordre. On va mordre sur le champ du voisin. C'est toujours actuel. Quand oui, on ils va vont sur la près de route la bourre, maintenant. en plus, tous les ans. Quand on est un peu trop près du chemin. Quand il y a interrogatoire, j'en ai pas fait exprès. Ou alors c'est le cultivateur qui dit ce charretier, quel maladroit. Mais alors, c'est très intéressant. Alors, Il y avait un cadastre à l'époque alors le cadastre dit napoléonien a été donc mis en place par Napoléon Ier, mais à Germignonville, il a été mis en place en 1836. Donc ça demande du temps, si vous voulez, entre le moment. l'application par rapport Voilà. Mais sur le petit fait divers que je vais vous raconter, il y a le cadastre. Et donc c'est la seule fois, là je vais un petit coup d'émotion, parce que c'est la seule fois où je vois mon ancêtre Aubin dire une phrase. Je vais vous dire laquelle, dans un instant. Donc, il y a eu ratirage. Aubin est convoqué en qualité d'expert. Il y a 3 experts du côté du défendeur,
trois côtés de celui qui est victime. Le greffier, le juge de paix et les deux parties, ce qui fait 10 personnes qui sont mobilisées une après-midi pour aller arpenter dans les champs à mesurer. Aubin mesure, et d'après lui, il dit qu'il y a eu une petite anticipation de 6 cm. 6 Ah oui, mais on commence avec 6 et après... Exactement. On redresse petit à petit. Alors des fois c'est 15, des fois c'est 20, 6 mais les... ans, 6, 2 ans... Si vous voulez, les anticipations sont petites. Alors effectivement, on se défend contre une anticipation future encore plus importante, mais surtout, ça m'a marqué, c'est vrai que c'est une anecdote qui fait toujours sourire quand je la raconte, mais moi je pense pas que les 10 personnes ont rigolé ce jour-là. Parce que ça traduit quand même l'ancrage dans la terre. Cette terre, cette personne à qui on prend 6 cm, c'est une personne qui a sué pour avoir ces 6 cm de terre, qui l'a payé, qui l'a travaillé, qui l'a mise en valeur. Alors je ne me rappelle plus, c'est ce paysan à qui on avait retiré ou pris 6 cm, était riche ou pauvre, mais ce que j'ai, si vous voulez, en consultant ces milliers d'archives, je vois des petits journaliers, des petits paysans qui, en 30-40 ans, car je les ai suivis sur 30-40 ans, arrivent à s'offrir, à s'acheter, à force d'économie, de l'homme et de la femme, 20 arts, 30 arts, 40 arts. Et ils se posent en fin de vie en petits propriétaires, et ça leur sert d'assurance vieillesse. Donc, quand on prend 6 cm, pour nous, c'est pas... Alors, c'est 6 cm, si c'est de large, les champs sont comme des lanières. C'est très très long, hein, c'est ça aussi. Alors, certains pourraient parler d'âpreté à la terre. Moi, j'y vois surtout des gens qui ont travaillé dur pour gagner cette terre-là, qui est leur part. Voilà, donc j'ai présenté l'activité, le travail, alors très rapidement parce que le temps passe et puis je ne veux pas vous retenir trop longtemps sur les enjeux du citoyen sur l'homme politique. Donc, Aubin est un paysan aisé, donc jusqu'en 1831, de toute façon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'élection. C'est le préfet qui nomme, le maire et les conseillers municipaux. Après 1831, avec l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, il y a des élections. Elles introduisent une inégalité. Car auparavant, personne n'était élu, donc personne n'avait le droit de vote. Alors, je ne parle même pas des femmes. Mais, avec Louis-Philippe, c'est ce qu'on appelle le vote au suffrage censitaire. C'est-à-dire que pour voter, il faut que vous payiez un certain montant d'impôts. Autrement dit, il y a un tiers des hommes majeurs de Germinonville, donc au-dessus de 21 ans, qui peuvent voter, et les 2 autres tiers qui sont privés du droit de vote. Alors, on peut voter pour les élections municipales. Et il y a, alors Aubin est toujours élu tout le temps, c'est ce qui me fait dire que c'est quelqu'un qui était assez discret, assez bien vu, parce que il y en a qui viennent, qui sortent, qui sont pas réélus, etc. Lui, il a toujours été élu et bien élu, malgré toutes les histoires qu'il y a pu avoir au niveau de 1848 de la Révolution. Il y a eu des bisbilles à Germinonville entre gens de gauche et gens de droite. Bref, Aubin toujours élu bien. Et le baron de Cambrai, il était élu aussi. Le baron de Cambrai, oui. Alors, Anatole de Cambrai, à partir de 1830, fait partie des gens qui sont élus très régulièrement, et quand ensuite il n'est pas sur la liste, il fait élire son régisseur. Donc il y a toujours quelqu'un du château qui est là. Tout le temps. Alors il y a quand même quelque chose qui est au suffrage universel, c'est la garde nationale. La garde nationale est là, en principe, en cas d'invasion extérieure, pour suppléer les forces armées. Elle n'a jamais servi à Germinonville, bien sûr, sauf en 70 quand même, mais là, il y a suffrage universel, aussi bien des journaliers que des plus riches. Et ce qui est étonnant, c'est que la participation électorale, je l'ai calculé, pour la garde nationale est supérieure à la participation aux élections municipales. Donc, il ne faudrait pas en tirer en conclusion que le suffrage universel n'existait pas avant 1848, et donc que les gens ne connaissaient pas ce que c'était d'aller voter. Ils mettaient un bulletin quand ils votaient pour la garde nationale. Ça veut dire qu'il y avait des gens du village qui étaient élus pour assurer la garde nationale, et ça dans chaque village? Dans chaque village, oui. Alors c'est intéressant parce que ce sont des gens qui jouent un rôle. Par exemple, Aubin a son beau-frère Gaume, celui dont la fille a couché d'un enfant elle était fille de mère. Eh bien, c'est un journalier, mais comme il a fait la guerre avec Napoléon, il a un certain prestige au uniforme et il est élu à un grade national. Donc
c'est quelque chose qui était assez souvent ignoré, ça. Je pense que dans les villages, ça a compté. C'est là pour faire respecter la paix dans le village. La paix dans le village, et surtout en cas d'invasion. Et puis ils sont là pour les fêtes nationales. Ah, ils paradent, voilà, les élections, il y a roulement de tambour, il y a un petit discours, il y a tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait au conseil municipal? Très très vite, on s'occupe de la voirie, de l'école, la question des couvertures, je vous en ai parlé, les indigents également. Alors c'est intéressant parce qu'il y a l'école à Germignonville, on accorde des aides aux familles pauvres du village, comme ça résonne avec aujourd'hui, à condition qu'ils aient déjà 10 ans de présence dans le village. Accorde des droits. Pour qu'il n'y ait pas des étrangers au village qui viennent profiter, voilà, des aides qui sont allouées. Et puis, on y parle également des pompiers. C'est dans les années 1840 et 1850 que des compagnies de pompiers vont apparaître dans les villages. Donc, on forme une compagnie de pompiers, on achète des uniformes et puis des pompes à bras qui vont s'alimenter dans les mares. Et on peut, en temps de sécheresse, d'avoir des grands baquets d'eau l'été pour pouvoir l'eau est au puits, on fait plusieurs puits, soit à la ferme, soit au village. Exactement. Alors sur l'appréhension des événements nationaux, très vite, je me suis demandé comment il pouvait connaître la Révolution française. Il est né en 1798, donc j'ai recensé dans Germignonville tous les hommes et toutes les femmes qui étaient nés dans les années 1750-1760 et qui étaient à même de pouvoir lui raconter ce qui s'était passé. Il y a justement un voisin qui est dans ce cas-là. Et puis son grand-père, Jean, qu'il a connu petit, a fait partie des personnes qui, j'ai retrouvé sa signature dans les cahiers de doléances. Donc on peut imaginer, je n'ai pas la preuve, mais on peut imaginer vraisemblablement qu'ils ont pu parler des événements révolutionnaires. Sur la politique religieuse de la Révolution qui est entamée à partir de 1793, une déchristianisation, vous savez, il y a eu des... Voilà. Alors là, je sais qu'il en a entendu parler parce que Aubin, du côté de sa mère, Levasseur, a 2 grands-oncles qui ont été victimes de la répression religieuse en 1793 et qui ont dû fuir à l'étranger. J'imagine mal qu'il n'en ait pas entendu parler. Hein. En plus, son fils, qui est prêtre, voilà, qui est un indice supplémentaire. Les guerres napoléoniennes, bien sûr qu'il a entendu parler puisqu'il y a un de ses cousins qui est parti et qui est mort à Madrid en 1808. Il y a une vingtaine de personnes de Germignonville qui sont partis combattre. Il y en a qui sont revenus. Je sais qu'ils ont été à Wagram, etc. Donc ils ont raconté certainement aux gens, au cabaret, dans les veillées, ce qui s'était passé. Il a dû avoir peur que son frère parte. Son frère Pierre de Nizélu, il est trop jeune Aubin pour partir comme soldat. Mais son frère Pierre avait l'âge de partir. Il est réformé. J'ai retrouvé ça aux archives militaires dans la série hier. Il fait 1m48. En plaisantant, on dit chez les Denisés, on est petit. Voilà. Maintenant tout ça remonte. En été. Alors voilà. 1m48, Pierre Denisé. Alors, on dit qu'il est atteint de la maladie de la Piare. C'est ce qui est noté. Alors, maladie de la Piare, j'ai vu, c'est comme une pierre dans un chemin qui ne grandit pas. Ou à moins que ça soit aussi une maladie de la Piare, les calculs. Voilà. Il y a 2 hypothèses. Bien, et puis après, alors il y a un fait quand même sur lequel je voulais, parce que je vais m'arrêter là, mais je voulais vous parler de Simon Lavaux quand même. Simon Lavaux, ça vous dit peut-être rien. J'ai découvert ça en compulsant mes milliers d'archives de notaires. Bon, alors après, on a l'habitude, on sait qu'au début c'est du baratin, à la fin aussi, donc et Suffren, la Pérouse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je remonte, et là je lis, et donc Simon Lavaux, natif de Germignonville, né en 1755, s'est embarqué sur les mers glaciales avec Suffren et a fait l'expédition La Pérouse. Comme chirurgien-major, pas comme Moussa, il fait partie de l'état-major de l'équipage. Il était sur l'un des 2 bateaux de La Pérouse, l'Astrolabe. Donc il a péri en mer en 1788. Alors Robin, vous me dites, est né en 1798, 10 ans après le naufrage, mais l'affaire La Pérouse, elle est connue bien après, puisqu'à Germignonville, le temps que la succession se règle, il a fallu attendre 1802 pour que les frères et sœurs héritent de ce dont Simon Lavaux aurait dû hériter. Ça prend du temps. Il y a des témoins du village qui dessinaient, le vieux d'Orson dont j'ai déjà parlé. Donc j'imagine mal qu'à Germignonville, on n'ait pas parlé du destin fabuleux de Simon Lavaux, d'autant que entre l'épisode de Suffren, où il était combattu aux Indes avec Suffren, et l'épisode La Pérouse, il y a à peu près 1 an. Un peu plus d'1 an, même 2 ans. Et il vient à Germignonville. Et on sait qu'il y avait, dans les inventaires après décès, toujours, on sait qu'il avait conservé une malle avec des coquillages, des choses des Indes, etc. Bon,
c'est un personnage. Donc c'est pour ça que je dis que mon ancêtre Simon Aubin de Nizet connaissait l'épisode de la Pyrrhose. Voilà. Donc j'ai été un peu bavard, vous m'excusez. Maintenant, vous pouvez me poser toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention.